On a frappé à la porte à 2h07 du matin. Pas un petit coup poli, pas un de ces coups qui s'excusent de vous déranger. C'était le genre de coup autoritaire qui annonçait les problèmes. Fort, insistant, le genre de bruit qui vous tire d'un sommeil de plomb et fait battre votre cœur à tout rompre avant même que vous ne soyez complètement réveillé. J'étais déjà réveillé, bien sûr. Cela faisait 3 heures que je l'étais, assis dans l'obscurité de mon bureau, dans notre pavillon des Yvelines, à regarder les flux des caméras de sécurité sur mon ordinateur portable, attendant exactement ce moment. La sonnette a retenti, puis on a de nouveau frappé. Police, ouvrez. J'ai fermé l'ordinateur, je l'ai glissé dans le compartiment secret derrière ma bibliothèque, et j'ai marché calmement vers la porte d'entrée. Mes pas étaient mesurés, sans précipitation. J'avais appris il y a bien longtemps que la panique était l'ennemi de la survie. J'ai ouvert la porte. 2 policiers en uniforme se tenaient sur mon perron, leurs insignes brillant dans la lueur jaune de l'applique extérieure. Derrière eux, une voiture de patrouille était garée dans mon allée, ses gyrophares clignotant en silence. Et derrière les agents, debout sur l'allée pavée avec des larmes coulant sur son visage, se trouvait ma femme, Céline. Elle portait le déshabillé en soie que je lui avais offert pour notre anniversaire de mariage, ses cheveux bruns tombaient librement sur ses épaules, et son mascara coulait en traînée parfaite sur ses joues. Elle avait l'air dévastée, le cœur brisé, comme une femme dont le monde venait de s'effondrer. C'était une actrice remarquable. Je devais bien lui accorder ça. Monsieur Antoine Delcourt, a demandé l'officier principal, un jeune homme d'une trentaine d'années dont le badge patronymique indiquait le nom de Martin. Sa main reposait sur son arme de service. C'est moi. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, abus de biens sociaux et détournement de fonds. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Il a continué à me réciter mes droits de garde à vue, mais je ne l'écoutais pas. Je regardais Céline. La façon dont elle tamponnait ses yeux avec le mouchoir en papier qui avait été judicieusement placé à l'avance dans la poche de son déshabillé. La façon dont elle s'appuyait contre la rambarde du perron comme si elle allait s'évanouir à tout instant. La façon dont elle m'a jeté un regard, un seul, l'espace d'une seconde, avec une expression de triomphe absolu avant de reprendre sa performance de veuve éplorée. Elle pensait avoir gagné. Elle n'en avait aucune idée. Avez-vous compris les droits que je viens de vous énoncer? Oui. Retournez-vous, s'il vous plaît. Les mains dans le dos. J'ai obtempéré. Les menottes étaient froides contre mes poignets, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis 8 ans. Pas depuis la dernière fois que j'avais été arrêté. Cette fois-là, c'était dans un entrepôt à Bogota, entouré d'hommes qui voulaient me couper en morceaux et me renvoyer à Paris dans une housse mortuaire. Ces menottes me rendaient presque nostalgique. Antoine. Céline s'est précipitée en avant, tendant les mains vers moi, sa voix se brisant avec une angoisse parfaitement calibrée. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas y croire, mais les preuves. Elle s'est interrompue, sanglotant. Comment as-tu pu nous faire ça? À nos enfants? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme que j'avais épousée il y a 13 ans, la mère de mes enfants, la personne en qui j'avais eu le plus confiance au monde. Prends soin de Camille et de Léo, ai-je dit doucement. Dis-leur que je les aime. Je le ferai. Elle a tendu la main et a touché mon visage, ses doigts étaient froids. Je suis si désolé, Antoine. Je n'ai pas répondu. Le brigadier Martin m'a conduit jusqu'à la voiture de patrouille et m'a aidé à m'installer sur la banquette arrière. Alors que nous nous éloignions de la maison, j'ai regardé par la vitre arrière. Céline se tenait sur le perron et me regardait partir, la main plaquée sur sa bouche dans un geste de choc. Mais j'ai pu voir son sourire. Juste un instant, quand elle pensait que personne ne regardait, le masque est tombé. Ses lèvres se sont retroussées vers le haut. Ses yeux ont brillé de satisfaction. Et elle avait l'air de ce qu'elle était exactement, une femme qui venait de détruire son mari et de s'en tirer à bon compte. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Le trajet jusqu'au commissariat a duré 18 minutes. Je les ai passés en silence, regardant les rues sombres défiler, repassant la chronologie dans ma tête. 3 mois de préparation, 47 heures d'enregistrements audio, plus de 200 photographies, des relevés bancaires, des chaînes de mails, des SMS, des vidéos de surveillance, tout ce dont j'avais besoin pour détruire Céline, Arnaud et toute leur conspiration.
Je m'étais laissé arrêter parce que j'avais besoin que ce soit officiel. J'avais besoin que les accusations soient enregistrées. J'avais besoin que la police me traite, entre mes informations dans leur système, crée une trace écrite qui ne pourrait être ni contestée ni effacée. Et j'avais besoin que Céline croie absolument et complètement qu'elle avait gagné. Parce que quand les gens pensent qu'ils ont gagné, ils deviennent imprudents. Ils célèbrent. Ils font des erreurs. Céline était sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie. Le commissariat était calme à 2h30 du matin. Quelques agents à leur bureau, un ivrogne qui cuvait dans une cellule de dégrisement, le bourdonnement sourd des néons et des ventilateurs d'ordinateur. Le brigadier Martin m'a conduit vers la zone de traitement, m'a enlevé les menottes et a commencé la procédure d'admission. Videz vos poches, s'il vous plaît. J'ai obtempéré. Portefeuille, téléphone, clé, une poignée de monnaie. Des armes, des objets tranchants, quoi que ce soit qui puisse vous blesser ou blesser autrui. Non. Asseyez-vous là-bas. Je dois vérifier vos informations. Je me suis assis sur une chaise en plastique contre le mur pendant que Martin tapait sur son clavier. Il semblait s'ennuyer, effectuant machinalement les gestes d'une arrestation de routine. Il pensait probablement que je n'étais qu'un délinquant en col blanc de plus, un consultant quelconque pris la main dans le sac. Il n'en avait aucune idée. Je l'ai regardé taper mon nom, ma date de naissance, mon numéro de sécurité sociale, je l'ai vu appuyer sur la touche Entrée, j'ai vu le système commencer à chercher, puis j'ai vu son visage changer. D'abord, la confusion. Il a froncé les sourcils. Il a légèrement penché la tête sur le côté. Puis, la surprise. Ses yeux se sont écarquillés. Ses doigts se sont figés au-dessus du clavier. Puis, la peur. Son visage a pâli. Sa bouche s'est ouverte. Et il a reculé de son bureau comme si l'ordinateur venait de menacer de le mordre. C'est quoi ce bordel? Il s'est penché en avant, a lu quelque chose sur l'écran, puis a reculé de nouveau. C'est impossible. Il a tapé autre chose. Appuyé sur Entrée. Lu les résultats. Sa main a commencé à trembler. Brigadier, ai-je dit en gardant une voix calme, curieuse. Il y a un problème? Il n'a pas répondu. Il attrapait déjà son téléphone, composant un numéro avec des doigts tremblants. Commandant, c'est Martin. J'ai besoin de vous en bas, tout de suite. Une pause. Oui, monsieur. Tout de suite. Je sais quelle heure il est. Ça ne peut pas attendre. Une autre pause. Je ne peux pas vous l'expliquer au téléphone. Vous devez voir ça par vous-même. Il a raccroché, m'a regardé, a regardé l'écran, m'a regardé de nouveau. Monsieur Delcourt, je vais vous demander de me suivre. On me transfère en cellule? Non, monsieur. Dans une salle d'interrogatoire. Et il a hésité, comme s'il n'était pas sûr de la façon de formuler ce qu'il voulait dire. Voudriez-vous un café, de l'eau, quelque chose? Là, j'étais officiellement intéressé. Il y a 2 minutes, j'étais un suspect de fraude menotté. Maintenant, on m'offrait à boire. Le système avait fait son travail. Un café, ce serait bien. Noir, sans sucre. Oui, monsieur. Il m'a conduit dans une petite salle d'interrogatoire. Des murs beiges, une table en métal, 2 chaises, et il m'a laissé seul. La porte ne s'est pas verrouillée derrière lui. Par la petite fenêtre, je pouvais le voir parler d'un ton urgent avec d'autres agents, désignant son ordinateur, passant d'autres coups de téléphone. Je me suis assis et j'ai attendu. Dans les 5 minutes, le commandant Laurent Lemoine est arrivé. C'était un homme d'une 50aine d'années, corpulent, avec les yeux fatigués de quelqu'un qui en a trop vu au cours de ses 30 ans de carrière dans la police. Il est entré dans la salle sans frapper, un dossier à la main, avec une expression de perplexité absolue sur le visage. Monsieur Delcourt. C'est moi. Il s'est assis en face de moi, a posé le dossier sur la table et m'a dévisagé pendant un long moment. Je suis flic depuis 32 ans, a-t-il fini par dire. Je croyais avoir tout vu, mais je n'ai jamais, au grand jamais, vu un dossier comme le vôtre. Que dit mon dossier? Il a ouvert la chemise cartonnée. Je savais déjà ce qu'elle contenait. Selon notre système, vous êtes une personne d'intérêt dans exactement 0 enquête en cours.
Vous n'avez pas de casier judiciaire, pas de mandat d'arrêt, pas de contravention. Il a fait une pause. En fait, vous n'existez pas. Je n'existe pas? Vos empreintes digitales ont déclenché une alerte. Accès classifié de niveau 5, restreint aux agences de renseignement avec une habilitation très secret défense. Il a levé les yeux vers moi. Savez-vous ce que signifie le niveau 5, monsieur Delcourt? J'en ai une petite idée. Cela signifie que peu importe ce que vous êtes, peu importe qui vous êtes largement au-dessus de mon niveau d'accréditation. Cela signifie que je ne suis même pas censé savoir que vous existez, et encore moins vous avoir assis dans ma salle d'interrogatoire à 3 heures du matin. La porte s'est ouverte. Le brigadier Martin est entré avec mon café, l'a posé prudemment devant moi, et s'est retiré dans un coin de la pièce comme s'il avait peur de s'approcher trop près. J'ai déjà passé des coups de fil, a continué le commandant Lemoine. À la DGSI, au ministère de l'Intérieur, à tous ceux auxquels je pouvais penser et qui pourraient avoir des réponses. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Je suis curieux. Ils m'ont dit de vous garder ici. De ne pas vous relâcher. De ne pas vous interroger. De ne rien faire d'autre qu'attendre. Il s'est adossé à sa chaise. Quelqu'un arrive. Quelqu'un de très haut placé. Et jusqu'à ce qu'il soit là, je suis censé vous traiter comme, et je cite, un dignitaire en visite. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était infâme. Mais j'avais bu pire dans de pires endroits. Commandant, puis-je vous poser une question? Je vous en prie. Les accusations de fraude contre moi, les preuves qui ont été soumises. Savez-vous d'où elles viennent? Il a feuilleté le dossier. Un signalement anonyme passé hier après-midi. Des accusations détaillées, des documents à l'appui, des déclarations de victimes. Ça semblait en béton. Il a fait une pause. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Le signalement venait de ma femme. Les sourcils de Lemoine se sont levés. Céline Delcourt? La femme qui pleurait sur votre perron quand mes hommes vous ont arrêté? Elle a tout orchestré. Les faux documents, les fausses déclarations de victimes, tout. Elle prépare ça depuis 3 mois. Pourquoi votre femme vous piégerait-elle pour fraude? Parce qu'elle a une liaison depuis 3 ans avec un homme nommé Arnaud de Saint-Clair. Parce qu'elle a découvert un compte bancaire à mon nom contenant 2,1 millions d'euros. Et parce qu'elle a pensé que si elle parvenait à me faire arrêter et condamner, elle pourrait demander le divorce pendant que je serais en prison et tout rafler, la maison, les enfants, l'argent. Lemoine m'a dévisagé. C'est une accusation grave, monsieur Delcourt. C'est aussi la vérité, et j'ai des preuves. 47 heures d'enregistrement audio, 200 photographies, de la vidéosurveillance, des relevés bancaires et des chaînes de mails qui documentent chaque étape de sa conspiration. Si vous avez toutes ces preuves, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir? Pourquoi vous être laissé arrêter? J'ai souri. Parce que j'avais besoin que tout soit acté officiellement. J'avais besoin qu'elle pense avoir gagné, et j'avais besoin d'être assis dans cette pièce, dans ce commissariat, avec vos agents et vos systèmes, au moment où la vérité éclaterait. La porte s'est rouverte. Un homme est entré, grand, les cheveux grisonnants, portant un costume qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Il se déplaçait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui a l'habitude de diriger, l'habitude d'entrer dans une pièce et de voir tout le monde s'effacer devant lui. Je l'ai reconnu immédiatement. Le directeur de la DGSE, Thierry Vasseur. Tout le monde dehors, a-t-il dit. Maintenant. Lemoine s'est levé si vite qu'il a failli renverser sa chaise. Martin avait déjà disparu avant que le directeur n'ait fini de parler. La porte s'est refermée derrière eux, me laissant seul avec l'un des responsables du renseignement les plus puissants du pays. Le directeur Vasseur s'est assis en face de moi. Fantôme, a-t-il dit doucement. Ça fait longtemps. Directeur. Quand j'ai reçu l'appel, je n'y ai pas cru. Antoine Delcourt arrêté pour fraude dans une commune tranquille des Yvelines. J'ai pensé que ce devait être une erreur. Ce n'était pas une erreur. J'ai tout arrangé. Ses yeux se sont plissés. Vous avez organisé votre propre arrestation. J'avais besoin d'être traité par le système pénal. J'avais besoin que les accusations soient officiellement documentées, et j'avais besoin que ma femme croie qu'elle m'avait détruit. Votre femme? Il a secoué la tête lentement.
J'ai lu les allégations, Antoine. Fraude, abus de biens sociaux, vol de clients. Savez-vous combien de personnes verraient leur carrière anéantie par de telles accusations? Je le sais, et j'ai laissé faire délibérément. Il s'est adossé à sa chaise, m'étudiant avec les yeux perçants d'un homme qui avait passé 40 ans à décrypter les gens. Pourquoi? Parce que Céline planifie ma destruction depuis 3 mois. Elle et son amant, un homme nommé Arnaud de Saint-Clair, ont créé de faux documents, fabriqué des déclarations de victimes. Et se sont coordonnés avec une avocate véreuse nommée Pénélope Dubois pour monter un dossier de fraude contre moi. Leur but était de me faire arrêter, de divorcer et de me faire emprisonner pendant qu'ils prenaient tout ce que j'ai. Et vous saviez que cela se préparait. Je l'ai découvert en janvier. J'ai passé les 3 derniers mois à mener une opération de contre-espionnage contre ma propre femme. Le directeur Vasseur est resté silencieux un instant. Vous avez mené une opération de contre-espionnage contre votre femme. Elle a ciblé un ancien agent secret de l'État. Elle ne le savait juste pas. J'ai fait une pause. J'ai tout, directeur. Des enregistrements audio d'elle et d'Arnaud planifiant le coup monté. Des vidéos d'elle en train de falsifier des documents dans mon bureau. Des relevés bancaires montrant Arnaud en train de payer l'avocate. Des SMS, des emails, des historiques d'appels. Assez de preuves pour les inculper tous les 3 pour association de malfaiteurs, fraude, dénonciation calomnieuse et entrave à la justice. Où sont ces preuves? Dans un endroit sécurisé. J'aurai besoin de votre aide pour y accéder. Mon ordinateur portable est caché dans mon bureau à la maison, et Céline sera là. Le directeur Vasseur a hoché la tête lentement. Je vais envoyer une équipe. Nous allons sécuriser les preuves et amener votre femme pour un interrogatoire. Il m'a regardé. Les enfants, Camille et Léo, 14 et 11 ans. Ils dorment à la maison. Ils ne savent rien de tout cela. Nous veillerons à ce qu'ils soient protégés. C'est tout ce que je veux, directeur. Les enfants sont innocents dans toute cette histoire. Il s'est levé, a réajusté sa veste. Vous savez, Antoine, la plupart des hommes dans votre position auraient confronté leur femme au moment où ils auraient découvert la liaison, auraient demandé le divorce, se seraient battus au tribunal, auraient fait beaucoup de bruit. Mais pas vous. On m'a appris à être patient. Patient? Il a eu un léger sourire. Vous avez passé 18 ans à infiltrer des organisations criminelles. Vous avez fait tomber des cartels, des trafiquants d'armes, des réseaux de traite d'êtres humains. Vous étiez l'un des meilleurs agents que nous ayons jamais eus. Il a fait une pause. Et votre femme a pensé qu'elle pouvait être plus maligne que vous. Elle ne savait pas qui j'étais. Non. Il a marché jusqu'à la porte, puis s'est arrêté et s'est retourné vers moi. C'est le problème avec les identités de couverture, n'est-ce pas? Elles fonctionnent parfois un peu trop bien. Les personnes qui vous sont le plus proches ne connaissent pas le vrai vous. J'y ai réfléchi un instant. C'est peut-être mieux ainsi. Peut-être. Il a ouvert la porte. Restez là, fantôme. La nuit va être longue. Laissez-moi vous dire qui je suis vraiment. Mon nom est Antoine Laurent Delcourt. Je suis né en 1973 dans un petit village de Bourgogne, fils d'un ouvrier d'usine et d'une institutrice. J'étais un enfant ordinaire à bien des égards. Des notes correctes, peu d'amis, un gamin silencieux qui passait la plupart de son temps à lire des livres et à démonter des appareils électroniques pour voir comment ils fonctionnaient. Mais j'avais un don qui me distinguait des autres. Je pouvais devenir n'importe qui. Ça a commencé au lycée. J'adoptais différentes personnalités pour différentes situations. Le clown de service avec les sportifs, l'élève sérieux avec les professeurs, le solitaire sensible avec les filles que je voulais impressionner. Ce n'était pas exactement de la manipulation. C'était plus comme jouer la comédie, comme enfiler des costumes adaptés à différentes occasions. Au moment où je suis entré à Polytechnique, j'avais affiné cette capacité pour en faire quelque chose de plus sophistiqué. Je pouvais changer mon langage corporel, ma façon de parler, toute mon attitude pour correspondre au rôle que je devais jouer. Je pouvais convaincre n'importe qui que j'étais bien celui que je prétendais être. Les renseignements l'ont remarqué. Ils m'ont recruté en 1995, lors de ma dernière année d'études. Un homme en costume gris m'a abordé après les cours, m'a tendu une carte de visite et a prononcé des mots qui ont changé ma vie. La nation a besoin de vos talents. 3 mois plus tard, j'étais dans un centre d'entraînement secret,
apprenant les compétences qui allaient définir les 18 prochaines années de mon existence. Filature, contre-surveillance, interrogatoire, résistance, combat au corps à corps, maîtrise des armes, explosifs, langues étrangères. J'ai fini par en parler couramment. Mais ma compétence principale était l'infiltration. Ma capacité à devenir d'autres personnes, à adopter des identités si complètement que même moi j'oubliais parfois qui j'étais vraiment. Ils m'ont donné un nom de code, Fantôme. Pendant 18 ans, j'ai été un spectre. J'ai infiltré des cartels de la drogue en Colombie, des réseaux de trafic d'armes en Europe de l'Est, des filières de traite d'êtres humains en Asie du Sud-Est. J'ai passé des mois, parfois des années, à construire des couvertures, à gagner la confiance, à rassembler des renseignements qui ont fait tomber certaines des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. J'ai été arrêté 17 fois, abattu 3 fois, torturé 2 fois. J'ai vu des amis mourir. J'ai tué des gens qui devaient l'être. Et à travers tout cela, je suis resté invisible. Un fantôme. En 2016, j'avais 43 ans. J'avais 2 enfants, Camille qui avait 4 ans, et Léo qui avait 1 an, et une femme qui croyait que j'étais un consultant en cybersécurité qui voyageait fréquemment pour le travail. J'avais manqué leurs premiers pas, leurs premiers mots et d'innombrables histoires du soir. J'avais vu des choses qui me donnaient des cauchemars que je ne pouvais expliquer à personne. J'étais fatigué, alors j'ai pris ma retraite. L'agence m'a constitué un fonds de pension, 2,1 millions d'euros, l'accumulation de toute une vie de primes de risque et de dangerosité, et une histoire de couverture. Antoine Delcourt, consultant informatique, ennuyeux, oubliable, exactement ce dont j'avais besoin. Je pensais pouvoir enfin avoir une vie normale, une femme, des enfants, les barbecues du dimanche, les entraînements de sport et les grasses matinées tranquilles. J'avais tort. J'ai rencontré Céline en 2010 lors d'une brève permission entre 2 opérations. Elle travaillait comme organisatrice d'événements pour un gala de charité auquel j'assistais. Belle, charmante et exactement ce qu'il me fallait après 6 mois sous couverture dans un réseau d'armes russes. Nous avons parlé pendant des heures, échangé nos numéros, sommes allés dîner la semaine suivante. Elle semblait si normale, d'une normalité si rafraîchissante, si bénie. En 6 mois, j'étais amoureux. En 1 an, nous étions mariés. Mon officier traitant, Hervé Neuville, m'avait prévenu. Il avait vu trop d'agents épouser des femmes civiles pour ensuite voir ces mariages s'effondrer sous le poids des secrets et des absences. Elle ne sait pas qui tu es, m'avait-il dit. Que se passera-t-il quand elle le découvrira? Elle ne le découvrira pas. Tout le monde finit par le découvrir, Antoine. Mais je l'ai ignoré. J'étais amoureux, j'étais arrogant et je croyais pouvoir compartimenter ma vie pour toujours. Camille est née en 2012, Léo en 2015, et pendant quelques années, tout a semblé parfait. Je ratais des anniversaires à cause de voyages d'affaires. Je rentrais à la maison avec des blessures que je ne pouvais pas expliquer. Je me réveillais en hurlant à cause de cauchemars sur des choses que je ne pourrais jamais partager. Mais Céline semblait comprendre. Elle n'insistait jamais, n'exigeait jamais de réponse, ne remettait jamais en question les incohérences de mes histoires. Avec le recul, je pense que c'était le premier signal d'alarme. Une femme normale aurait été méfiante. Une femme normale aurait voulu savoir pourquoi son mari disparaissait pendant des semaines, pourquoi il rentrait couvert d'échymoses, pourquoi il fixait parfois les murs pendant des heures sans parler. Céline ne posait pas de questions parce qu'elle s'en fichait. Elle m'avait épousé pour ce qu'elle pensait que je lui apporterais, la stabilité, le confort, la richesse. Quand j'ai pris ma retraite en 2016 et que nous avons emménagé dans un modeste pavillon de banlieue avec un revenu modeste, la déception s'est installée. Elle s'attendait à plus. Elle s'attendait à ce que les voyages d'affaires se traduisent par un train de vie luxueux, et non par une maison de 4 pièces avec une Peugeot dans l'allée. J'ai remarqué le changement progressivement, les soupirs quand elle regardait sa garde-robe, les plaintes concernant les vacances de nos voisins, la façon dont elle regardait les bijoux des autres femmes avec une envie à peine dissimulée. J'ai essayé de la rendre heureuse. Je l'ai surprise avec des voyages, des cadeaux, des dîners romantiques, mais rien n'était jamais suffisant. Il y avait toujours quelque chose de plus qu'elle voulait. Quelque chose de mieux qu'elle méritait. En 2020, nous étions des étrangers partageant une maison. Nous dormions dans le même lit, mais nous nous touchions à peine. Nous dînions ensemble, mais nous parlions rarement. Les enfants étaient la seule raison pour laquelle nous fonctionnions encore comme une famille.
J'aurais dû voir ce qui s'en venait. Mais après 18 ans à décrypter les gens, à détecter les mensonges et les intentions cachées, j'avais baissé ma garde avec la seule personne en qui j'avais le plus confiance. Ce fut mon erreur. J'ai découvert sa liaison en novembre 2023. Ce n'est pas mon intuition qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est l'entraînement. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Même dans la vie civile, je me suis surpris à cataloguer des détails, à remarquer des schémas, à archiver des informations qui pourraient être utiles un jour. Et au fil de plusieurs mois, les schémas ont commencé à prendre sens. Le téléphone de Céline, toujours posé face contre table. De nouveaux mots de passe sur ses comptes, changés sans explication. Des voyages d'affaires qui coïncidaient avec mes propres absences. Des voyages dont j'ai réalisé plus tard qu'elle ne les faisait pas du tout. J'ai installé un système de surveillance. Pas sur son téléphone, pas sur son ordinateur, trop évident, trop facilement détectable. Au lieu de cela, j'ai placé de minuscules caméras dans la maison, cachées dans des endroits où elle ne penserait jamais à regarder. J'ai surveillé ses déplacements grâce au GPS de sa voiture. J'ai configuré des alertes pour tout retrait important sur nos comptes communs. En une semaine, j'ai eu la confirmation. Arnaud de Saint-Clair, 44 ans, riche homme d'affaires, issu d'une vieille famille bourgeoise, le genre d'homme qui portait des costumes sur mesure, conduisait des voitures de sport et pensait avoir droit à tout ce qu'il voulait, y compris ma femme. Ils se donnaient rendez-vous dans des hôtels. Ils partaient en voyage ensemble pendant que je travaillais. Ils échangeaient des cadeaux, des messages, des promesses. Il lui disait qu'il quitterait sa femme. Elle lui disait qu'elle me quitterait. J'ai tout observé. Pendant 2 mois, je n'ai rien fait. J'ai juste observé, rassemblé des preuves, monté un dossier, et puis en janvier 2024, j'ai découvert quelque chose de pire. Céline avait trouvé mon fonds de pension. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'elle a fouillé dans mes papiers. Peut-être qu'elle a engagé quelqu'un pour enquêter sur mes finances. Peut-être qu'Arnaud l'a aidé. Mais elle avait découvert les 2,1 millions d'euros dormants sur un compte dont elle ignorait l'existence. Elle a supposé que je lui cachais de l'argent. Elle a supposé que je volais des clients, détournais des fonds, me bâtissais une fortune secrète tout en prétendant être un modeste consultant en informatique. Elle avait en partie raison. J'avais caché de l'argent, mais pas de l'argent volé. De l'argent que j'avais gagné au cours de 18 années à risquer ma vie pour mon pays. De l'argent qui m'appartenait légalement et légitimement, protégé par le secret d'État. Elle ne le savait pas. Elle ne savait rien de mon véritable passé. Et elle a décidé d'utiliser cet argent comme porte de sortie. Le montage financier frauduleux était l'idée d'Arnaud. Je l'ai appris grâce aux enregistrements. Il avait de l'expérience dans les délits financiers, il s'en tirait avec des affaires louches depuis des années, et il a vu une opportunité. S'il pouvait me faire accuser de fraude, je serais arrêté et presque certainement condamné. Pendant que je croupirais en prison, Céline pourrait demander le divorce, réclamer la maison et les enfants, et finalement mettre la main sur l'argent caché. Ils ont fait appel à Pénélope Dubois, une avocate qu'Arnaud connaissait de précédentes affaires. Elle les a aidés à créer l'ossature, à forger de fausses plaintes de clients, à fabriquer des preuves de détournement de fonds, une piste écrite qui pointait directement vers moi. Ils ont été minutieux. Je devais bien leur accorder ça. Si j'avais été n'importe qui d'autre, si j'avais été le paisible consultant informatique que je prétendais être, leur plan aurait fonctionné. Mais je n'étais pas n'importe qui. J'ai passé 3 mois à préparer mon opération de contre-mesure. Je les ai laissés croire que leur plan passait inaperçu. J'ai continué ma routine habituelle, je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai joué avec mes enfants, j'ai dormi à côté de ma femme sans jamais la laisser voir la rage qui brûlait en moi. J'ai rassemblé des preuves. Chaque conversation entre Céline et Arnaud enregistrée, chaque document qu'elle a falsifié photographié, chaque paiement qu'Arnaud a fait à Pénélope tracé. J'ai monté un dossier si solide qu'aucun tribunal au monde ne les acquitterait. Et j'ai attendu. J'ai attendu qu'ils referment leur piège. J'ai attendu le signalement anonyme à la police. J'ai attendu l'arrestation de 2 heures du matin qui les convaincrait qu'ils avaient gagné. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Au moment où ils ont déposé ces fausses accusations, ils ont commis des délits majeurs. Et au moment où je révélerai ma véritable identité, ces crimes seraient enquêtés par des agences bien plus puissantes que n'importe quel commissariat local.
Céline pensait détruire un moins que rien. En réalité, elle se détruisait elle-même. L'équipe de la DGSI est arrivée chez moi à 4h30 du matin. J'ai regardé sur un moniteur au commissariat alors qu'ils se garaient dans des voitures banalisées, encerclaient la propriété et frappaient à la porte d'entrée. Céline a ouvert en peignoir, l'air confuse, puis effrayée lorsqu'ils lui ont expliqué pourquoi ils étaient là. « Madame Delcourt, nous avons un mandat de perquisition pour ces locaux. Veuillez sortir, s'il vous plaît. » Quoi? Pourquoi? Mon mari vient d'être arrêté. Ceci est lié à cette arrestation. Veuillez coopérer. Ils ont trouvé mon ordinateur portable exactement là où je l'avais caché. Ils ont trouvé le matériel de surveillance, les disques durs externes, les fichiers de sauvegarde que j'avais stockés dans un coffre-fort ignifuge dans le garage. Tout a été catalogué, étiqueté et saisi comme preuve. Et puis ils ont trouvé autre chose. Dans le bureau de Céline, celui où elle pensait que je n'entrais jamais. Ils ont découvert une pile de faux documents. Des plaintes de clients qui avaient été fabriquées sur son ordinateur, de fausses factures avec ma signature copiée et collée, un brouillon du signalement anonyme qu'elle avait envoyé à la police. Elle avait tout gardé. Certains criminels sont assez intelligents pour détruire les preuves. Céline n'en faisait pas partie. À 6h du matin, elle était menottée. À 7h du matin, Arnaud de Saint-Clair avait été interpellé dans son appartement du centre-ville. À 8h du matin, Maître Pénélope Dubois était en état d'arrestation dans son cabinet d'avocat, entouré de clients et de collègues qui ont regardé avec horreur les agents fédéraux l'emmener. Et à 9h du matin, j'étais de retour chez moi. Camille et Léo dormaient encore quand j'ai franchi la porte d'entrée. Ma belle-mère, la mère de Céline, qui avait été appelée pour garder les enfants, se tenait dans le salon, l'air confus et en colère. « Que se passe-t-il » a-t-elle exigé. « Où est ma fille ?» En garde à vue. Elle a été arrêtée pour association de malfaiteurs, escroquerie et dénonciation calomnieuse. C'est impossible. Céline ne ferait jamais. Elle l'a fait. J'en ai la preuve. Et maintenant elle va devoir en assumer les conséquences. Je l'ai ignorée et j'ai monté les escaliers jusqu'aux chambres où dormaient mes enfants. Camille était recroquevillée avec son lapin en peluche, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller. Léo était affalé sur le dos, la bouche ouverte, faisant ces petits bruits de ronflement qui m'avaient tant manqué pendant toutes ces nuits au fil des ans. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte, les regardant respirer. C'étaient les seules personnes qui comptaient. Pas Céline, pas Arnaud, pas l'argent ni la maison ni quoi que ce soit d'autre, juste mes enfants. J'avais passé 18 ans à protéger des étrangers. Maintenant, j'allais protéger les deux personnes qui avaient vraiment besoin de moi. Les procès ont eu lieu l'année suivante. Céline, Arnaud et Pénélope ont chacun été inculpés pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, dénonciation calomnieuse et entrave à la justice. Les preuves contre eux étaient accablantes. Pas seulement mes enregistrements et ma surveillance, mais la propre enquête des autorités, qui a mis au jour des crimes supplémentaires dont je n'avais même pas connaissance. Arnaud, s'est-il avéré, détournait des fonds de sa propre entreprise depuis des années. Il avait prévu d'utiliser la part de Céline de mon argent caché pour couvrir ses pertes avant que quiconque ne s'en rende compte. Quand les enquêteurs ont commencé à tirer sur ce fil, tout son château de cartes financier s'est effondré. Il a plaidé coupable pour éviter un procès plus lourd. 15 ans de prison ferme. Pénélope a essayé de se battre. Elle a affirmé qu'elle avait été manipulée par Céline et Arnaud, qu'elle n'avait aucune idée que les documents qu'elle aidait à créer étaient frauduleux. Les juges ne l'ont pas cru. 10 ans. Et Céline. Elle est allée jusqu'au procès. Elle a engagé les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter. L'argent d'Arnaud, du moins ce qu'il en restait. Et elle a combattu chaque chef d'accusation avec tout ce qu'elle avait. Ce ne fut pas suffisant. Les enregistrements l'ont détruite. Sa propre voix planifiant ma destruction diffusée en audience publique pour que tout le monde l'entende. Son rire suffisant alors qu'elle discutait de me prendre mes enfants. Ses calculs froids sur l'argent qu'elle obtiendrait. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. 12 ans de réclusion. J'étais dans la salle d'audience quand le verdict a été lu. J'ai regardé son visage s'effondrer. Je l'ai regardé se tourner vers moi avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir dans les yeux. « Antoine, a-t-elle dit, s'il te plaît, les enfants,
il faut s'en occuper. J'ai répondu, par moi. Je suis sorti de la salle d'audience et je n'ai jamais regardé en arrière. Tout expliquer à Camille et Léo a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Pas les arrestations, pas les procès, pas aucun des défis opérationnels auxquels j'avais été confronté pendant mes années à l'agence. M'asseoir avec ma fille de 12 ans et mon fils de 9 ans et leur expliquer pourquoi leur mère allait en prison. J'ai gardé les choses simples, adaptées à leur âge. Je leur ai dit que leur mère avait fait de très mauvais choix, qu'elle avait enfreint la loi, et qu'elle devait faire face aux conséquences de ce qu'elle avait fait. C'est à cause de toi, a demandé Camille. Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose de mal? Oui, ma puce. Elle a essayé de me faire du mal, mais elle s'est fait prendre. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, et je vais être là pour vous deux, toujours. Léo n'a pas dit grand-chose. Il s'est juste blotti sur mes genoux et s'est accroché à moi de la façon dont il le faisait quand il était petit et que quelque chose l'effrayait. Je l'ai serré fort contre moi. Au cours des mois qui ont suivi, nous avons pris un nouveau rythme de vie. J'ai accepté un poste de consultant qui me permettait de travailler à domicile. L'agence m'a aidé à l'organiser, une dernière faveur pour un ancien agent. Je préparais le petit déjeuner tous les matins, je conduisais les enfants à l'école, je les aidais à faire leurs devoirs, j'assistais à chaque tournoi de judo et à chaque gala de danse. J'étais enfin le père que j'aurais dû être depuis le début. Les enfants posaient des questions sur leur mère. Parfois, j'organisais des appels téléphoniques supervisés, je facilitais les visites au centre pénitentiaire où elle était incarcérée. Je ne voulais pas qu'il la déteste. Je ne voulais pas qu'il grandisse avec ce genre de poison dans le cœur. Mais je ne prétendais pas non plus qu'elle était innocente. Quand ils ont été en âge de comprendre, je leur ai montré une partie des preuves. Pas le pire, mais assez pour comprendre que leur mère avait fait des choix ayant des conséquences. Pourquoi a-t-elle fait ça, m'a demandé Camille une fois. Elle ne nous aimait pas? Je pense qu'elle vous aimait, ai-je dit prudemment. Mais elle aimait l'argent encore plus, et elle a fait l'erreur de penser que c'était la même chose. Ça ne l'est pas. Non, papa. Ça ne l'est pas. 2 années se sont écoulées depuis cette nuit-là. J'ai 51 ans maintenant, je vis toujours dans la même maison, bien que j'ai redécoré la plupart des pièces, effaçant les traces de Céline, les remplaçant par des photographies de moi et des enfants, des dessins que Camille a faits, des diplômes du club de judo de Léo. Camille a 14 ans, c'est une adolescente maintenant, avec tout le drame et l'intensité que cela implique. Elle a découvert le maquillage, les garçons et les réseaux sociaux, et elle me tient en haleine d'une manière à laquelle aucun entraînement de la DGS ne m'avait préparé. Léo a 11 ans. Il est plus calme que sa sœur, plus introspectif. Il aime les ordinateurs comme son père, même s'il n'en connaît pas la moitié. Et il conçoit déjà des programmes qui impressionnent ses professeurs. Ils savent qui je suis maintenant. Pas tout. Pas les noms des opérations, pas les personnes que j'ai tuées, pas les chapitres les plus sombres de ma carrière, mais les grandes lignes. Ils savent que leur père était un agent de l'État. Ils savent qu'il a fait un travail dangereux pendant longtemps. Ils savent qu'il a pris sa retraite pour être avec eux. L'année dernière, j'ai montré à Camille ma médaille d'honneur du renseignement. C'est la plus haute distinction que le service accorde à ses officiers. Je l'avais gardée cachée pendant des années, mais je voulais qu'elle comprenne que la vie de son père n'avait pas toujours été celle d'un banal informaticien. « Tu étais un espion ?» a-t-elle demandé avec de grands yeux. Quelque chose comme ça. C'est trop stylé. Elle a fait une pause. C'est pour ça que maman n'a pas pu te piéger? En partie. Surtout, c'est parce que je vous aimais trop, toi et Léo, pour laisser quiconque vous arracher à moi. Elle m'a serré fort dans ses bras, avec ferveur, le genre de câlin qu'elle me faisait quand elle était petite. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Le directeur Vasseur m'a contacté il y a quelques mois. L'agence a besoin de consultants, m'a-t-il dit. Des agents expérimentés qui peuvent conseiller sur les opérations en cours sans retourner sur le terrain. Un bon salaire, des horaires flexibles, un moyen d'utiliser mes compétences sans risquer ma vie. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. La vérité, c'est que je ne suis pas sûr de vouloir retourner dans ce monde, même en tant que conseiller. J'ai passé 18 ans à être un fantôme. Je ne veux plus être un fantôme. Je veux être un père, un vrai. Présent, disponible,
la personne vers qui mes enfants courent quand ils ont peur, qu'ils sont heureux ou confus. Ça vaut plus que n'importe quelle mission. Parfois, je pense à Céline. Pas souvent. Pour l'essentiel, j'ai dépassé la colère et la trahison, mais de temps en temps, tard le soir, je me demande ce qu'elle fait, si elle regrette ce qu'elle a fait, si elle pense aux enfants qu'elle a perdus. Il lui reste encore 7 ans à purger. Elle sera libérée quand Camille aura 21 ans et Léo 18. D'ici là, ils seront des adultes capables de décider par eux-mêmes s'ils veulent une relation avec elle. Je n'essaierai pas d'influencer cette décision. Quoi qu'ils choisissent, je les soutiendrai. Mais je ne ferai pas non plus semblant que ce qu'elle a fait était autre chose que ce que c'était, une tentative calculée de me détruire et de prendre tout ce que j'avais construit. Elle m'aurait regardé pourrir en prison. Elle aurait monté mes enfants contre moi. Elle aurait pris mon argent, ma maison, ma dignité sans la moindre hésitation. Elle ne savait pas qui j'étais. Ce fut son erreur. J'ai passé 18 ans à apprendre à lire les gens, à détecter les mensonges, à voir à travers les masques que tout le monde porte. Et quand la femme que j'aimais a essayé de me détruire, j'ai vu clair dans son jeu, elle aussi. Je l'ai laissé penser qu'elle avait gagné, je l'ai laissé célébrer sa victoire. Et puis je lui ai tout pris, exactement comme elle avait prévu de tout me prendre. Certains appelleraient ça de la vengeance. J'appelle ça la justice. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais que ça ressemble à un scénario de film, un agent secret à la retraite arrêté pour fraude à 2 heures du matin, révélant sa véritable identité lorsque le système signale son dossier classifié. Une femme qui a essayé de piéger son mari, ignorant qu'il était l'un des officiers de renseignement les plus décorés de l'histoire du pays. Mais c'est arrivé. Chaque mot de cette histoire est vrai. La police a frappé à ma porte à 2h07 du matin. Ils m'ont arrêté pour des crimes que je n'avais pas commis. Et en quelques heures, ils ont découvert que je n'étais pas la personne que ma femme croyait que j'étais. Monsieur, pourquoi ne nous avez-vous pas dit qui vous êtes vraiment? C'est ce que m'a demandé le directeur Vasseur. Et la réponse était simple. J'avais besoin que Céline croie qu'elle avait gagné. J'avais besoin qu'elle se sente en sécurité, confiante, triomphante. Parce que c'est à ce moment-là que les gens font des erreurs. C'est à ce moment-là qu'ils baissent leur garde. Elle pensait détruire un moins que rien. Elle avait tort. Maintenant, je veux vous demander quelque chose.